Manka, 25 mai 2018, les accusations qui ne meurent pas. Un hôtel de campagne. Une invitation à dîner. De la nourriture. De la boisson. Et des hommes en civil, tapis dans l'ombre, qui attendent. Le 25 mai 2018, dans la localité de Manka, dans le nord-ouest du Cameroun, quelque chose de terrible se serait produit. Quelque chose que personne n'a officiellement reconnu. Quelque chose que 8 ans de silence n'ont pas réussi à enterrer complètement. 32 jeunes, dont 5 filles. 32. Selon certaines sources et plusieurs enquêtes menées à l'époque, ces jeunes auraient été attirés dans un piège, avant d'être abattus. Pas sur un champ de bataille. Pas au cours d'un affrontement armé déclaré. Mais dans un établissement privé, autour d'un repas. Aujourd'hui, à l'occasion du 8e anniversaire de ces événements, les accusations ressurgissent sur les réseaux sociaux. Elles pointent vers un homme, Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Est-ce que ces accusations sont fondées? Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Et surtout, pourquoi, 8 ans après, personne n'a encore répondu de ces faits devant un tribunal? Restez avec nous. Ce que vous allez entendre risque de vous déranger. Partie 1. Contexte et fait, le Cameroun en flammes. Pour comprendre ce qui s'est passé à Manka, il faut d'abord comprendre ce qu'était le Cameroun en mai 2018. La crise dite anglophone avait commencé officiellement en 2016, avec des grèves d'avocats et d'enseignants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce qui avait débuté comme un mouvement de revendication corporatiste s'était progressivement transformé en quelque chose de beaucoup plus profond, une crise identitaire, politique, existentielle. D'un côté, des citoyens anglophones qui se sentaient marginalisés, absorbés, étouffés par un État majoritairement francophone. De l'autre, un gouvernement qui avait longtemps refusé de nommer le problème, préférant parler de « quelques agitateurs manipulés de l'extérieur ». La répression s'était durcie. Des villages avaient été brûlés. Des civils avaient fui. Des jeunes, désespérés, avaient rejoint des groupes armés séparatistes, que l'on appelait les Amba Boys, des combattants se réclamant de la République imaginaire d'Ambazonie. Et c'est dans ce contexte de chaos, de peur et de violence que Paul Atanga Nji entre en scène. Nommé ministre de l'administration territoriale le 2 mars 2018, soit à peine 2 mois avant les événements de Manka, cet homme n'est pas un novice de l'appareil d'État camerounais. Loin de là. Ancien agent des services de renseignement, secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, une structure dont l'existence même reste peu connue du grand public, Atanga Nji est, selon plusieurs analystes, un homme du système. Un homme formé dans les couloirs où les décisions lourdes se prennent sans laisser de traces. Il hérite d'un portefeuille ministériel au cœur de la crise. Et selon certaines sources, il aurait décidé d'y apporter sa propre méthode. Mais attendez. Parce que l'histoire que nous allons vous raconter est bien plus complexe, et bien plus troublante, que ce que vous imaginez. Partie 2. Le conflit, le piège de Manka. Manka. Pinine. Nord-ouest Cameroun. Une localité rurale, nichée dans les hautes terres anglophones. Une région où la méfiance entre communautés, entre factions, entre l'État et les populations, avait atteint des sommets en 2018. Selon les informations diffusées par plusieurs sources à l'époque, et relayées depuis par des militants des droits humains, ce qui s'est passé au Star Motel ce 25 mai 2018 ne ressemble pas à un affrontement. Cela ressemble à une exécution planifiée. Voici ce que ces sources affirment. Un groupe d'une trentaine de jeunes, dont plusieurs femmes, aurait été conviés à se retrouver dans cet établissement. L'invitation leur serait venue d'une figure d'autorité locale incontournable, le Fon Azobocus Ngu, chef traditionnel de Manka. Dans les sociétés anglophones du Cameroun, les Fons, ces chefs royaux, jouissent d'une autorité morale et culturelle immense. Quand un Fon convoque, on vient. On ne questionne pas. On ne suspecte pas. Ce jour-là, selon les récits recueillis, le chef traditionnel les aurait accueillis dans l'établissement appartenant à son propre fils, un certain Clétus. De la nourriture. De la boisson. Une ambiance apparemment détendue. Mais à l'intérieur de cet hôtel, selon plusieurs sources, des hommes en civil attendaient. Et quand le moment est venu, ces hommes auraient ouvert le feu. 32 jeunes auraient été tués sur place. Dont 5 filles. Après la fusillade, selon des témoignages recueillis à l'époque, des hommes auraient pris la fuite à bord d'un véhicule tout-terrain de type Prado noir. Et le Fon Mazobo se serait trouvé à bord de ce même véhicule. Ce n'est pas tout. Parce que la question qui tue,
et permettez l'expression, n'est pas seulement de savoir qui a appuyé sur la gâchette. La vraie question, c'est, qui avait intérêt à ce que ces 32 jeunes disparaissent? Et c'est là que le récit prend une tournure encore plus sombre. Selon les enquêtes menées à l'époque par plusieurs médias et relayées depuis par des organisations de défense des droits humains, ces jeunes ne seraient pas de simples combattants ambazoniens. Ils auraient été, selon ces mêmes sources, recrutés, armés et financés pour commettre des actes de violence dans la région, dans le but de les faire passer ensuite pour des séparatistes. Une stratégie de manipulation de l'opinion. Un montage, selon ces sources, destiné à alimenter la narrative officielle, celle d'un État qui combat des terroristes. Mais ce groupe aurait dérapé. Il serait devenu incontrôlable. Il aurait commis des actes que ses prétendus commanditaires n'avaient pas prévus, allant jusqu'à saccager des palais royaux, symboles sacrés des communautés anglophones. Et à ce moment précis, selon ces sources, le calcul aurait changé. Des témoins vivants devenaient un risque. Des jeunes qui savent trop de choses, qui pourraient parler, qui pourraient désigner leur commanditaire en cas d'arrestation, c'est une menace. Une menace à éliminer. Partie 3, révélation et décryptage, ce que l'enquête révèle. 8 ans. Voilà combien de temps s'est écoulé depuis ces événements. Et pendant 8 ans, aucun tribunal camerounais n'a ouvert de procès. Aucun officiel n'a été mis en examen. Aucune commission d'enquête indépendante n'a rendu de rapport public. Est-ce que cela signifie que rien ne s'est passé? Absolument pas. Le silence judiciaire au Cameroun n'a jamais été synonyme d'innocence. Il a souvent été, au contraire, le signe d'une protection. Mais décryptons les différentes couches de cette affaire. Première couche, l'identité des victimes. Qui étaient ces 32 jeunes? Selon les sources disponibles, il s'agirait de personnes de la région, recrutées dans un contexte où le chômage, la misère et la guerre faisaient des jeunes anglophones une ressource humaine facile à manipuler. Ni totalement innocents aux yeux de certains, ni totalement coupables selon d'autres. Des jeunes pris dans l'engrenage d'une guerre qu'ils n'avaient pas choisie dans sa forme initiale. C'est important de le dire. Parce que dans le traitement médiatique de la crise anglophone, les victimes sont souvent déshumanisées. Réduites à des chiffres. Ou pire, à des étiquettes, séparatistes, terroristes, combattants. Ces mots servent à anesthésier la compassion du public. Mais à Manka, ce 25 mai 2018, il y avait 5 filles parmi les morts. Des femmes. Dans quel groupe armé actif les femmes constituent-elles une proportion aussi importante des effectifs éliminés lors d'une opération militaire? La question mérite d'être posée. Deuxième couche, le rôle présumé du chef traditionnel. Le fonds Azobo Pius NGU. Son nom revient dans plusieurs témoignages. Sa présence au Star Motel ce jour-là, sa fuite supposée à bord du véhicule après les faits, tout cela, selon les sources disponibles, soulève des questions profondes sur le rôle des chefs traditionnels dans la gestion de la crise anglophone. Certains chefs traditionnels ont choisi la résistance. D'autres ont choisi la collaboration avec l'État, parfois sous la contrainte, parfois par conviction, parfois par intérêt. Comprendre ce positionnement, c'est comprendre une partie de la tragédie anglophone. Troisième couche, la carrière d'Atanga NJ après Manka. C'est peut-être l'élément le plus révélateur. Paul Atanga NJ n'a pas été mis à l'écart après mai 2018. Il n'a pas été convoqué par une commission parlementaire. Il n'a pas été inquiété. Au contraire. Il est resté ministre. Il a consolidé sa position. Il est devenu l'une des figures les plus puissantes du gouvernement Biya, contrôlant les préfets, les sous-préfets, les élections locales, le fichier électoral. Un homme au cœur du dispositif de maintien au pouvoir. Pour ses partisans, cela prouve son innocence et sa légitimité. Pour ses détracteurs, cela prouve quelque chose de plus inquiétant, que dans certains systèmes, les crimes présumés ne sont pas des obstacles à l'ascension. Ils en sont parfois la condition. Quatrième couche, l'impunité comme système. Ce qui s'est passé à Manka, si l'on accepte que les faits relatés correspondent à une réalité, ne serait pas un incident isolé. Ce serait un épisode parmi d'autres d'une gestion de la crise anglophone marquée, selon de nombreuses organisations internationales, dont Amnesty International et Human Rights Watch, par des violations graves des droits humains des deux côtés. Des villages brûlés par des soldats. Des civils tués. Des exécutions extrajudiciaires documentées. Et dans pratiquement aucun cas, une poursuite judiciaire sérieuse côté gouvernemental. L'impunité n'est pas un dysfonctionnement du système camerounais.
Selon plusieurs experts, elle en est une composante structurelle. Partie 4. Analyse satirique, le Cameroun et ses fantômes. Il y a au Cameroun une tradition bien établie que nous pourrions appeler, avec tout le respect que nous ne devons pas à cette pratique, l'art de l'oubli organisé. On brûle un village. Les photos circulent. Il y a une indignation internationale. Puis un communiqué du gouvernement parle de « bandits neutralisés ». Puis plus rien. Puis une autre actualité prend le dessus. Et l'épisode rejoint cette longue liste de ce que les Camerounais appellent entre eux, les affaires qu'on ne cite plus à voix haute. Manka, c'est une de ces affaires-là. Mais ce qui est fascinant, et fascinant est un mot doux pour une situation aussi grave, c'est la mécanique de l'impunité au Cameroun. Elle ne repose pas sur la force brute, enfin pas seulement. Elle repose sur quelque chose de plus subtil, la normalisation. Quand les crimes présumés se multiplient et qu'aucun ne donne lieu à une condamnation, la population finit par intégrer un message implicite. Ce message, c'est « certaines personnes sont au-dessus de la justice ». Non pas parce que c'est écrit dans la Constitution, mais parce que les faits, répétés, le démontrent. Et cette normalisation a un coût psychologique pour la société entière. Parlons maintenant de Paul Atanga Nji avec la distance analytique que le sujet impose. Cet homme, présenté par les médias proches du pouvoir comme un pilier de la stabilité nationale, est simultanément décrit par ses opposants comme l'incarnation du sécurocrate impitoyable. Deux portraits contradictoires. Deux Camerouns qui se regardent sans se voir. Ce qui est indéniable, ce sont les faits vérifiables. Il a été nommé en mars 2018. Il supervise un portefeuille qui couvre l'ensemble de l'administration territoriale dans un pays en crise. Il est un des hommes les mieux informés du pays. Il a survécu à tous les remaniements ministériels. Dans un système où la survie politique est elle-même un art, Atanga Nji est un maître. Mais voilà ce que la satire camerounaise a toujours su dire mieux que n'importe quel éditorial. Quand un homme devient indispensable au pouvoir, c'est souvent parce qu'il en sait trop sur le pouvoir pour être mis de côté. Les Camerounais ont un proverbe pour ça. On ne jette pas un couteau qui a déjà servi. On le range. Précieusement. Et puis il y a la question du fond. Dans l'imaginaire collectif anglophone, le fond est une figure sacrée. Il est le gardien de la tradition, le lien entre les vivants et les ancêtres, la voix de la communauté dans les moments de crise. Si les accusations sont fondées, si un fond a effectivement servi d'appât pour attirer des jeunes de sa propre communauté dans un piège mortel, alors ce n'est pas seulement un crime. C'est une trahison civilisationnelle. C'est comme si le prêtre avait vendu ses fidèles. Comme si le médecin avait inoculé la maladie. C'est le retournement de la confiance dans sa forme la plus brutale. Et là encore, aucune procédure judiciaire. Aucune audition publique. Aucune explication officielle. Mais revenons à la question fondamentale que tout cela soulève. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ces accusations resurfacent-elles avec autant de force 8 ans après? La réponse est peut-être simple. Parce que les réseaux sociaux ont créé une mémoire collective que les gouvernements ne peuvent plus effacer. Parce que les victimes ont des familles. Parce que les familles ont des enfants qui grandissent. Parce que ces enfants ont des téléphones. Et des comptes Instagram. Et des pages Facebook. Et des chaînes YouTube. L'impunité fonctionnait mieux à l'époque des médias d'État. À l'ère du numérique, les fantômes reviennent. Ils reviennent chaque 25 mai. Ils reviendront chaque 25 mai. Jusqu'à ce que justice soit rendue, ou jusqu'à ce que la vérité soit officiellement établie, dans un sens comme dans l'autre. Il faut aussi dire ce que la satire doit dire, le silence du Cameroun officiel face à ces accusations n'est pas une posture digne. C'est une erreur stratégique. Parce que le silence ne clôt pas le débat. Il l'alimente. Chaque année de silence supplémentaire est une nouvelle couche de légitimité accordée aux accusations. C'est la loi non écrite de la communication de crise, quand vous ne parlez pas, les autres parlent à votre place. Et ils ne sont pas toujours tendres. Un État qui se respecte ouvre des enquêtes. Même symboliquement. Même tardivement. Il documente. Il publie. Il répond. Un État qui se contente du silence finit par ressembler, aux yeux du monde, à un État qui a quelque chose à cacher. Et pendant ce temps, à Manka, des familles attendent. Des mères qui n'ont peut-être jamais officiellement su comment leur enfant est mort. Des pères qui ont peut-être dû enterrer en silence. Des frères et sœurs qui ont grandi avec cette question suspendue au-dessus de leur vie, pourquoi?
Parce que c'est ça, la réalité derrière les accusations et les contre-accusations. Ce ne sont pas des faits abstraits. Ce sont des douleurs concrètes. Des vies brisées. Des questions sans réponse dans des maisons de Manka, Pinine, Nord-Ouest Cameroun. Conclusion, la mémoire ne se tait pas. Nous voilà arrivés au terme de ce décryptage. Résumons ce que nous savons, ce que des sources affirment, et ce que nous ne savons pas encore. Nous savons qu'un événement grave s'est produit à Manka le 25 mai 2018. Des dizaines de personnes sont mortes. Les circonstances exactes de leur mort restent, à ce jour, non établies judiciairement. Nous savons que des accusations graves ont circulé, ciblant Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale, ainsi que le chef traditionnel Fombazo Bocuse Ngu. Ces accusations n'ont jamais été confirmées par une juridiction. Elles n'ont pas non plus été officiellement réfutées avec des preuves publiques. Nous savons que 8 ans après, aucune procédure judiciaire camerounaise n'a abouti à une condamnation pour ces faits. Ce que nous ne savons pas, c'est la vérité complète. Et c'est précisément pour cela que ce sujet mérite d'être maintenu dans le débat public. La mémoire n'est pas un luxe politique. C'est une nécessité morale. Dans les sociétés qui sortent de crise, ce sont les commissions vérité, les procès, les mémoriaux, qui permettent de refermer les plaies. Pas l'oubli. Pas le silence. Pas les anniversaires ignorés. Le Cameroun, un jour, devra regarder sa crise anglophone dans les yeux. Pas seulement ses victimes civiles, ni seulement les soldats tombés, mais aussi, et peut-être surtout, les zones d'ombre. Les faits non élucidés. Les accusations non traitées. Les morts sans procès. Ce jour viendra. Peut-être pas demain. Peut-être pas cette année. Mais il viendra. Et vous, qui regardez cette vidéo depuis Yaoundé, Douala, Buea, Bamenda, Paris, New York, Toronto ou London, nous vous posons une question directe. Dans un état de droit réel, combien de temps des accusations aussi graves peuvent-elles rester sans réponse judiciaire officielle avant que ce silence lui-même devienne une forme de réponse? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec ceux qui croient que la mémoire est une forme de résistance. Et revenez. Parce que nous continuerons à poser les questions que d'autres préfèrent ne pas entendre.